Les influenceurs du web sont-ils des éveilleurs de conscience ou des pyromanes? Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Jean-Yves Vessis. Bonsoir, monsieur Diarrassouba. Merci de nous rejoindre. C'est une bénédiction. Vraiment, les réseaux sociaux... Elle n'est pas de main morte. Ah oui, non, mais il faut le dire très franchement. Sans réseau social, il est pratiquement impossible à un non-journaliste de s'exprimer. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un pays, dans une jeune démocratie, qui comprend des gens qui ont besoin de s'exprimer. On a besoin de parler, on a besoin de communiquer. Et comment faire pour communiquer si jamais nous n'avons pas les réseaux sociaux? C'est pratiquement impossible. Et franchement, je ne m'attarderai pas sur les effets pervers. Je dirais simplement que c'est à nous de prendre cette bénédiction et de la façonner à notre image. Si jamais nous avons comment dire ça, nous avons des modérateurs au niveau de Facebook, au niveau de tous les autres réseaux sociaux, il suffit qu'on s'organise. Il suffit qu'on s'arrange pour que les extrémités soient supprimées. Les propos extrêmes, les propos... Et d'ailleurs, ça existe. Hein. Actuellement, on a des censeurs, on a des gens qui contrôlent un petit peu les interventions de tout un chacun. C'est cela. Et on sait qu'il n'est pratiquement pas possible pour un internaute d'intervenir sur Facebook en comment dire ça, en sortant des termes qui sont vraiment interdits. Qui appellent à la haine, par exemple. Qui appellent à la haine, etc. Donc, il faut qu'on se serve des réseaux sociaux le mieux possible. Il faut qu'on puisse avoir des modérateurs, mais mon Dieu, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis anti-avatar. Les avatars, il faut rappeler que ce sont des personnes qui ont des comptes, Exactement. mais qui ne déclinent pas leur réelle identité. Exactement. Alors, je pense qu'en interdisant l'existence même de ces avatars, on responsabilise les gens. Il faut qu'une personne qui ait envie de s'exprimer puisse le faire en son nom propre. Et l'assumer. Et l'assumer. Et croyez-moi, quand une personne assume ce qu'elle dit, elle fait vraiment attention à ce qu'elle dit. Je pense que c'est vraiment comment dire ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on se penche pour savoir si effectivement ces avatars sont interdits, si ça ne changera pas la donne. Parce que les gens vont s'autodiscipliner. Donc j'entends dire, est-ce que ça existe dans d'autres pays? Est-ce que d'autres l'ont fait? Mais on n'a pas besoin d'attendre que les gens l'aient fait. Qu'est-ce qui nous empêche, nous Ivoiriens, qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place quelque chose? Nous n'arrivons pas à interdire les faux profils. Ok, alors, qu'est-ce qui nous empêche, par exemple, pour justement aller dans le sens de Madia, de dire aux gens qui sont capables de retrouver les faux profils, d'être, comment dire ça, d'être promptes à dévoiler un faux profil quand il y a manquement, quand il y a débordement. Mais je pense que les gens comprendront quand ils feront 2-3 publications, comment dire ça, osées, enfin un petit peu borderline, dès qu'on affichera leur profil, je pense que ça va faire réfléchir tous les autres. On peut adapter, on peut trouver des solutions. Il suffit qu'on le veuille. Là, j'ai parlé de faux profils, vous voyez que c'est un débat central. C'est clair. Effectivement, ce problème de faux profil pose un problème. Moi, je m'exprime sur Facebook avec mon nom. Je mets mon nom, mon prénom, ma fonction. Je m'adresse à n'importe qui. Mais pourquoi je suis capable de m'adresser à n'importe qui? Je suis dans le respect total. Je suis dans le factuel. Je constate quelque chose. Je rentre dans les discussions avec les gens. Je retiens. Donc, à travers mes termes à moi, qui sont policés, qui sont respectueux, je dénonce. On ne peut pas venir me reprocher de dénoncer, parce que ce que je dis est vrai. Mais dès le moment où je me prends un faux profil, je peux me permettre d'insulter. Je peux me permettre de manquer de respect. Voilà un petit peu le problème, à mon avis, cerné. Certains observateurs estiment qu'il faut fermer les réseaux sociaux, notamment pour le cas de la Côte d'Ivoire, en période électorale. Je pense que ce serait un acte antidémocratique et suicidaire pour une jeune démocratie comme la nôtre. On ne peut pas museler une population qui a envie de parler. Parce qu'on ne fait que déplacer le problème. Vous muselez sur les réseaux sociaux, ça peut se traduire par des soulèvements populaires. Ça peut se traduire par des enchaînements de Sorbonne. Mais tout comme l'ouverture des réseaux sociaux peut inciter à des soulèvements populaires. Tout à fait, mais on en parlait justement, de savoir comment réguler les posts sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se penche sur ce problème-là, plutôt que de basculer sur la suppression. Voilà.
Tout ce qui est suppression, tout ce qui est interdiction, c'est la voie la plus rapide, la voie la plus facile. Voilà. J'ai un enfant qui ne respecte pas ce que je dis, je le frappe. C'est beaucoup plus simple. Mais le prendre en face et discuter avec lui, c'est plus compliqué. Mais c'est la meilleure façon d'éduquer un enfant. Voilà. Je pense que pour les réseaux sociaux, il ne faut pas supprimer. Vous savez, dans toute chose, il faut de la discipline. Il faut de la discipline. On parle de plusieurs choses à la fois. On a traité de fake news, on a traité de fausses informations, on a parlé de ça. Le Burkinabé qui tue 4 Ivoiriens, c'est une fausse information. Ouais. Ok. Il y a des façons de traiter les fausses informations. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des sites internet où dès qu'il y a une information, il suffit de faire un copier-coller, aller savoir si elle est bonne ou pas. On découvre comme ça les fake news. Tout ça, justement... Mais tout le monde n'est pas éduqué à ça. Bien sûr, bien sûr. Tout ça fait partie de l'éducation. Il faut qu'on soit éduqué. Nous avons des institutions. Nous avons une CEI qui proclame les résultats. Il suffit pour le pays d'être clair avant la période électorale. Il faut qu'on soit clair. Toute personne qui se rend responsable de la diffusion de faux résultats pendant la période X à Y sera passible de telle ou telle chose. Quand ces choses-là sont bien dites, on a même d'ailleurs notre procureur qui est excellent en la matière, hein, il fait peur à tout le monde. Bon, il peut en profiter justement, pour justement dans ces périodes préélectorales, être bien clair, pour que personne ne s'aventure à donner des résultats autres que la CEI. Nous, on est des internautes, et qu'on voit qu'effectivement, il est annoncé que les seuls résultats officiels sont des résultats qui émanent de la CEI. Quel commentaire faites-vous en ce moment de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire? Nous sommes à 8 mois de l'élection présidentielle. J'ai peur de ce que je vois. Peur de quoi? J'ai peur de la réalité de l'élection du 31 octobre 2020. Ce que je vois actuellement ne m'inspire pas confiance et ne me rassure pas quant à une élection apaisée pour le 31 octobre 2020. Alors, il y a un dialogue qui est en cours en ce moment. Il y a la phase 2 qui a pris fin, mais je pense que le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikao, a indiqué qu'il souhaitait avoir un dialogue direct avec le chef de l'État. Donc, tant qu'il y a dialogue, on peut avoir une échéance électorale sans problème. Mais ça tombe bien que vous en parliez. Pourquoi est-ce que le secrétaire exécutif en chef demande un dialogue direct? C'est parce que il s'est, comment dire ça, il a fait face à un mur. C'est un dialogue de sourds. Étant donné que c'est un dialogue de sourds, c'est même pas selon moi, hein, je reprends ces termes, étant donné que c'est un dialogue de sourds, il demande à voir le chef en direct. Parce que on ne peut pas annoncer à la Côte d'Ivoire qu'on rentre dans un débat, qu'on rentre dans un dialogue, et faire la sourde oreille aux recommandations des partis composant ce dialogue. Enfin, vous parlez de sourde oreille, mais le chef du gouvernement qui dirigeait, qui conduisait justement cette phase 2 du dialogue, a indiqué qu'il y a des points d'accord possibles. Il y a des points de convergence possibles. Oui, mais écoutez, dans tout dialogue, il faut des procédures, il faut des termes de référence, il faut des accords. Quand on discute avec quelqu'un, si je discute avec vous, je suis en train de parler avec vous sur un sujet particulier. Vous mettez un modérateur, ou alors vous mettez des rapporteurs. Ce sur quoi on s'entend, quand le compte-rendu est fait, il faut que tous les deux, vous, M. Diarra-Souba et moi-même, on ait une copie du compte-rendu, qu'on soit d'accord sur le compte-rendu, qu'on valide, et qu'ensuite, il y ait diffusion de ce compte-rendu. C'est pas ce qui a été fait. C'est pas ce qui a été fait avec, justement, le chef du gouvernement. Il a annoncé, lors de sa conférence de presse, que, justement, il y a eu des points d'accord, etc. Mais aucun point d'accord n'est validé dès lors que les comptes rendus ne sont pas envoyés aux deux personnes qui discutent. C'est aussi simple que ça. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait un calme et une sérénité au niveau de la population quand rien n'est fait pour qu'il y ait ce calme et cette sérénité? Les choses sont très simples. Quand on dit alors pourquoi les compliquer? Comment ne pas comprendre qu'une chose très simple à faire ne soit pas faite? Vous avez, par exemple, le cas de 2010. Pour les élections de 2010, le problème des cartes d'identité a été réglé en mai 2009. Ouais. C'est-à-dire qu'en mai 2009, on avait enrôlé 6 millions de personnes, tout était propre, tout le monde avait son bulletin, enfin tout le monde avait son sésame pour aller voter. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Oui, c'est ça. Nous sommes en février 2020.
Nous avons 11 millions de personnes enrôlées. Les élections, c'est le 31 octobre. Et on ose nous parler d'une période de test de 118 centres. Mais attendez, il y a exactement 201 communes en Côte d'Ivoire. Il y a 509 sous-préfectures. Mais pourquoi cette phase pilote, on ne fait pas 509 plus 201, ça fait 710 centres d'enrôlement. On ne met pas 710 centres d'enrôlement pour qu'on puisse commencer à réfléchir. Vous savez, une sous-préfecture, pour ceux qui ne le savent pas, elle est entourée de plusieurs villages. Il y a plusieurs villages. Moi, je suis des Grands Ponts. Donc, on a Dabou et on a 42 villages. Donc, dire à un villageois d'aller se faire enrôler dans la sous-préfecture, alors s'il a la chance que justement sa sous-préfecture soit un centre d'enrôlement, parce qu'il y en a 118, donc il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là. Je prends par exemple, je ne parle même pas de Dabou, je prends par exemple le cas de Bangolo, puisque je connais le sujet, j'ai envoyé un courrier ce matin au président de la République concernant le cas de Bangolo. Mais Bangolo, encore même, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de Kouibli. Alors Kouibli n'a pas de centre d'enrôlement. C'est-à-dire que pour ceux qui sont dans un village aux alentours de Kouibli, ils doivent aller à Fakobli pour se faire enrôler. Donc, le pauvre petit villageois, il prend sa moto. C'est même pas le Bakao, il prend sa moto. Il y en a pour 4000 francs, aller-retour. Une fois qu'il est arrivé à Fakobli, il faut qu'il dorme sur place, puisque c'est trop long. Donc, il faut qu'il pense à son hébergement, donc hôtel, le jour de son arrivée et le lendemain, puisque le matin, il doit aller faire la queue. Donc, il faut qu'il dorme le soir. Il faut qu'il pense à son repas. Après, il faut qu'il pense à son timbre qu'il doit aller prendre dans le cyber. Ouais. Pour après, si jamais il a ses extraits de naissance et compagnie, il s'arrête à ses frais, là, ça fait à peu près 20 000. 20 000, 21 000. Alors, quand c'est lui, ça va. 21 000, il peut faire. Si jamais il a vraiment envie d'aller voter, il peut faire ça. Mais quand il doit le faire pour sa femme, pour ses enfants, éventuellement pour un cousin ou je sais pas quoi, c'est impossible. Le villageois, il reste à la maison, il dit faites votre politique là, allez voter. Alors est-ce que c'est le but caché de nos gouvernants? Je ne sais pas, dans ce cas, qu'ils le disent, parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple de mettre des centres d'enrôlement dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les communes. La suspicion, c'est pas bon. Pourquoi vous compliquez la vie? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi, dans cette situation-là, dans le Poro, à Digodougou, spécialement, il y a cette suspicion-là. Pourquoi vous compliquez les choses qui sont simples? C'est ça que je ne comprends pas avec l'URHDP. Nous sommes dans une année électorale, on va dire, il y a uniquement les gens du URHDP qui disent que tout va bien, mais on est dans une situation tendue, extrêmement tendue. La réconciliation n'a pas été faite en Côte d'Ivoire. Il faut que les choses soient bien claires. Nous sommes dans un pays où on est au contact de la population, on est au contact de la société. Et vous, la population que vous rencontrez tous les jours, mais écoutez, que vous côtoyez sur les réseaux sociaux, moi, vous disent non, ça va pas. Moi, je vais vous dire, me concernant, je suis à l'aise pour parler de ça, parce que je ne suis pas en contact avec uniquement les populations d'Abidjan et de Cocody. Moi, j'habite à Cocody, mais il y a à peine une semaine, j'étais à Nyakaramandougou. J'étais dans le Kabadougou et dans le Folon, qui est à la frontière de Guinée. Bon. J'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de leurs problèmes. Nous ne sommes pas réconciliés. Alors, on ne demande pas au gouvernement actuel de le faire en un an. Il a échoué depuis 2011, on est en 2020, on ne va pas demander au gouvernement de nous réconcilier. Tout ce qu'on demande au gouvernement, mais c'est d'éviter d'attiser les tensions. Dans toutes les régions, bizarrement, dans une région au nord, dans le Poro, à Digodougou, excusez-moi, il y a un conseil régional qui prend les fonds, qui prend nos fonds, parce que c'est le conseil régional, c'est pas le président du conseil qui prend ses fonds, qui prend nos fonds pour aller, pour aller voir les populations et recenser les populations. Mais attendez, la loi est sortie en 2018, pourquoi ils l'ont pas fait depuis 2018? Et c'est en 2020 qu'ils le font. Et si jamais ils le font en 2020, mais pourquoi ne pas passer une note générale pour que tous les conseils régionaux de Côte d'Ivoire fassent la même chose, pour éviter toutes ces suspicions? Alors, vous voyez, moi, tout ce que je demande, c'est ça. C'est une simplification des choses. Beaucoup de centres d'enrôlement. Si jamais il y a des conseils régionaux qui doivent prospecter dans tous les villages et tout, que ce soit partout, et qu'ensuite, derrière,
on nous donne la possibilité, nous les Ivoiriens, d'aller faire nos CNI, puisque la CNI est le sésame. Effectivement, la carte d'identité, elle est utile pour beaucoup de choses. Mais bien sûr qu'elle est utile pour beaucoup de choses. Mais si on nous dit qu'il faut cette carte d'identité pour aller voter. Mais donc les gens vont se battre pour avoir cette carte d'identité pour aller voter. La politique. C'est aussi simple que ça. Donc, faciliter les choses à tout le monde, et mon Dieu, il n'y aura pas de problème. L'acte fort de réconciliation, c'est la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo. Ça veut dire que pour vous, réconciliation égale Laurent Gbagbo plus Alassane Ouattara, ensemble. Mais donc ça veut dire qu'on n'est pas réconcilié. Je ne me sens pas comme un influenceur ou un pyromane. J'aime bien le terme d'éveilleur de conscience. Effectivement, je suis un éveilleur de conscience. Je suis un dénonciateur des travers de la politique. Voilà, comme j'observe quelque chose qui me paraît injuste et anormal, je le dénonce par mes propres moyens. Et mes moyens sont mes écrits. Voilà. J'adresse à la personne concernée un courrier où je lui dis ce que je pense. Je pense qu'à travers ce rôle d'éveilleur de conscience, je peux permettre à des gens d'avoir la bonne réflexion et le bon choix quand ils voteront le 31 octobre 2020. Si je peux obtenir que beaucoup de gens acceptent que pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la vraie réconciliation, il faut un changement, j'aurais gagné. Quand je parle de changement, je ne parle pas de PDCI, mais force est de constater que si le RHDP n'est pas là, ben c'est bien le PDCI qui doit être là, enfin je veux dire l'opposition. Donc si je peux faire voter pour le PDCI le 31 octobre 2020, mais je continuerai, pas faire la campagne sur je continuerai à être éveilleur de conscience. Je demande juste une seule chose. Pour se réconcilier, on a toujours besoin d'un acte fort. Un acte fort. Voilà. Après, tout se décline. Très bien. Mais il faut un acte fort. Alors, si l'acte fort, c'est la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Gbagbo, mais j'applaudis de mes deux mains le plus vigoureusement possible. Très bien. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est ici que prend fin ce numéro de NCI 360. Rendez-vous dimanche prochain, 20h05. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.